Trail 360, bonsoir à toutes et à tous. On est tellement content de vous retrouver pour la 6e émission de votre désormais grand rendez-vous de Trail sur Canal+ Sport 360. Émission avant les fêtes, émission un peu plus longue, spéciale Noël avec Charlotte Gabas. Salut Charlotte. Salut Ludovic. Ça va Charlotte? Je suis en pleine forme. En pleine forme, et puis parce que c'est Noël, parce que ce sont les fêtes, eh bien, 2 invités pour cette 6e émission de Trail 360. Anne-Lise Rousset. Bonsoir Anne-Lise. Bonsoir. Bon, on vous connaît évidemment, traileuse très connue dans le milieu, avec notamment ce record, on va en reparler sur le GR20, on verra votre palmarès. Et j'ai quand même une première question. Dernière année, Anne-Lise, c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot en compétition, mais après, il y aura quand même un peu de course à pied dans ma vie. Bon, vous allez nous expliquer pourquoi au cours de l'émission. Et puis Adrien Séguré, entraîneur de l'équipe de France de trail, qui est là. Bonsoir Adrien. Bonsoir. Pleine forme? Super bien. Vous êtes venu avec votre carnet, vous allez donner des petits conseils, des petits tips pour les fêtes? Exactement. À toi en premier même. Oh, bah, Ouais, vous faire un petit alors là, peu oui, c'est ça. Bon, en tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir. On rappellera que vous êtes marié à la ville. On s'interrogera un petit peu aussi sur le fonctionnement de votre binôme. On a le temps, on l'a dit, on est ensemble pendant 2 heures. C'est pour vous les abonnés, c'est juste avant les fêtes. Et puis c'est un super programme. Alors il y a des superbes images au cours de cette émission Trail 360. Il y a des reportages, un sommaire de qualité présenté par Charlotte Gabas. Et oui, au menu des réjouissances dans ce 6e épisode de Trail 360, on s'intéresse à un monument, la Saint-Élion, 70e édition de cette course mythique entre Saint-Étienne et Lyon. 65% de sentiers, 35% de bitume et 100% de magie. Nous vivrons la course de l'intérieur. Eh Marie, continue comme ça, c'est impressionnant et tu roules plus vite que certains gars là. Comment se forment les talents de demain? Reportage dans une école de trail, le Tardoir Athletic Club en Charente, rencontre avec les futurs champions. C'est bien la signification que cette discipline se développe, puisque les parents veulent déjà préparer leurs enfants à courir. Une émission festive et riche en invités, la liste est longue. Thomas Cardin, Ben Diman, Sissu Cusso ou encore Casquette Verte, ainsi qu'Anne-Lise Rousset et Adrien Séguré en plateau avec nous. Et enfin, de l'Ultra 01 à la Diagonale des Fous en passant par l'UTMB, nous reviendrons sur les temps forts de cette année 2024 dans le best-of de la saison, en deuxième partie d'émission. J'ai pas menti quand j'ai dit que c'était un beau programme. Ça fait envie quand même. On est parti pour 1h50 d'émission. Alors, comme on le disait, on va évidemment revenir sur votre vie, le binôme, comment ça fonctionne, votre double voire triple projet, parce que c'est un peu votre équilibre, le trail, la profession de vétérinaire et la famille, qui est très importante pour vous. On commence avec la saison. Anne-Lise Rousset, on va commencer avec vous. On va regarder ce qui s'est passé au cours de cette saison, cette année 2024. Puis votre palmarès, la 2e place sur la Hard Rock 100 en 2023. C'est une belle année parce qu'il y a ce titre de championne de France. Grosse année 2023. 2022, évidemment, le record du GR20 en moins de 36 heures. C'était 35,50 de mémoire. La 2e place derrière Courtney de Welter. Et là, c'était une grosse édition en 2022. Voilà, si on fait le bilan, on peut l'élargir à votre carrière, mais déjà votre saison. Quand on voit tout ce palmarès, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, il y a eu des belles expériences, de belles saisons. Cette saison-là, 2024, était moins riche en résultats, ça c'est sûr, avec beaucoup d'attentes sur l'UTMB, mais que c'est pas concrétisé. Mais c'est vrai que quand on revoit le tour, ça fait des belles courses quand même. Bon, il y a quand même ce trail de Calvi, l'arrivée en 2h49. Ça fait partie des bons moments de cette année? Ouais, carrément, parce qu'en plus, ce sont les amis corses qui nous invitent là-bas et c'est un plaisir d'aller courir à Calvi. On a aperçu Lambert Santelli. Hein. Il était là. L'un des amis qui était là, notamment pour votre record du GR20 en 2022. Et puis, il y a eu d'autres victoires. Oui, Adrien, vous portez quel regard sur les performances d'Anne-Lise? Vous arrivez à être objectif? Ouais, c'est toujours difficile. C'est vrai que du coup, j'essaye de, par moment, de la voir comme une athlète. Mais ça reste aussi, du coup, ma femme aussi. Donc c'est vrai il faut arriver à faire un petit peu la part des choses. Après, elle a eu de très très belles saisons. On espérait beaucoup de cette saison 2024. Ça a été un petit peu plus difficile. Est-ce que nous, on a bien géré cette saison? Voilà, c'est une remise en question aussi. Hein. Il faut savoir se remettre en question. Voilà, donc c'est à voir un petit peu comment on arrive à prendre du recul là-dessus. Maintenant c'est une saison qui était quand même belle, belle parce qu'il s'est passé. Une 2e place à Madère, au Mute, qui a été quand même
voilà, une belle course, mais on Annelise espérait des meilleures conditions. C'est vrai que c'est quelqu'un qui n'aime pas le mauvais temps, le froid. Et là, en fait, elle a passé 14 ou 15 heures sous la pluie et vraiment sous le froid. Donc ça a été un peu compliqué. Donc elle s'est battue jusqu'au bout. Mais ça a été une belle deuxième place. Et puis après, voilà, ça a été, on espérait beaucoup sur cette UTMB où malheureusement, tout ne s'est pas passé comme on voulait. Donc voilà, ce petit séjour après à Calvi a fait du bien pour se remettre les idées en place et reprendre du plaisir sur la course à pied, quoi. Ouais, au-delà, finalement, on rappelle, Madère, c'est 116 km, il y a plus de 7 000 de D+, de dénivelé. Au-delà d'aller chercher la victoire à Calvi après, c'est aussi mentalement que ça a fait du bien, Annelise, de retrouver peut-être, on sait que, et je répète, je disais la famille, mais les amis aussi. Voilà, c'est important, c'est quelque chose de presque de vital, j'allais dire, mais je suis pas loin peut-être de la vérité, Annelise. Ouais, quelque part, c'est vrai que je cours beaucoup parce que, alors déjà quand les courses me font rêver, et bon, voilà, le Mute en faisait partie, c'est des magnifiques courses, Calvi c'est un super parcours, l'UTMB aussi, mais la famille, les amis sont hyper importants, et c'est vrai que voilà, on a partagé des expériences incroyables quand on a pu faire bien sûr le GR avec les copains, et c'est vrai que de fait de retourner à Calvi en Corse et avec les amis corses, ça refait du bien, surtout après une bonne déception, il faut le dire, de l'UTMB. On va continuer à parler de tout votre parcours de cette saison et évidemment de votre carrière, mais on va s'attarder sur ce que l'on évoquait en préambule et une course mythique, la Saint-Élion, 82 km de nuit entre Saint-Étienne et Lyon. C'est une épreuve légendaire où 20 000 concurrents, lampes sur le front, se sont élancés pour la 70e édition cette année. Les caméras Canal étaient sur place et vous allez pouvoir vivre cette course de l'intérieur dans les pas de Ben Diman. C'est un reportage de Pierre Aubin, Léo Bagage, Benoît Meillan, avec également des images d'Extrasport Auvergne-Rhône-Alpes. Après plus de 6 heures d'efforts intenses, Ben Diman, leader de la Team ASICS, termine sa Saint-Élion. Épilogue d'une course mythique, au cœur d'une obscurité étincelante. The game now is to organize with different space. One space with the runners of the 13K, one space with the 24, one space with the 45, and one space with the 82, with me here. Une vingtaine d'athlètes composent cette équipe, sur distances différentes, mais la catégorie reine est le 82 km, celle managée par Julien Ardito. Le brief technique avec les coachs sur l'organisation même de la course, elle déclenche un peu chez tout le monde. On y est, la course se rapproche, tu vois les visages des gars et des filles changer, ils commencent à rentrer en mode race et voilà. You need to be prepared with the training, in months ahead, but when you're done with the training, then like small details like this is quite important. So we need to prepare well and to talk about all the different things that can happen during an aid station stop. So it's important. Dernier préparatif et dernière mise au point stratégique. À 5 reprises dans cette course, les athlètes pourront échanger avec le staff pendant les ravitaillements. I think we will give you the split of behind because you will be at the front. It's good to know sometimes, but you can be a bit strategic with me, Yeah. You know what I mean? Yeah. Like you can tell them they're coming. Yeah, I can lie if I feel it's the good strategy. If you think it's the right thing to do to me, Yeah, you need to I do know it. Yeah. Okay. Comme les 20 000 autres participants, c'est à la halle Tony Garnier que l'équipe récupère les dossards. Avec, comme à chaque fois, un petit signe du destin. Pas sûr que tu l'aies dessus, t'as que le numéro, je pense. Numéro 10, ouais, que le numéro. 10, c'est pas mal, 10. Tu connais? Non. Zinedine Zidane.
Ah oui, c'est vrai. C'est le capitaine. Alors. C'est un peu la grande famille, on se connaît bien, on a partagé beaucoup de moments, beaucoup d'événements. Et puis c'est toujours des moments forts de regroupement en fait, hein, les événements, les courses. C'est de la taquinerie aussi, donc c'est trop bien de se retrouver. Et donc voilà, merci. Si cette course est si spéciale, c'est d'abord pour son départ tardif de Saint-Étienne. Ben Diman et les concurrents du 82 km vont attendre les dernières minutes de ce 30 novembre pour s'élancer. Bright as the sun, it's drawn in eclipse. I haven't seen light in a while. Hasn't been bright in a while. Il faut alors gérer l'attente, s'occuper ou non, pour arriver le plus frais possible sur la ligne de départ. On perd d'énergie quand on parle, on perd d'énergie quand on a des yeux ouverts ou quand on écoute quelque chose. Donc normalement, avant une course, j'essaie de prendre un petit peu de temps de reposer. Les minutes passent, mais le départ n'est pas donné à l'heure prévue. L'attente se prolonge encore. On attend la dernière confirmation pour la Chino 10 000. Coureur, Rico. On attend les gars, les filles, une dernière confirmation de sécurité qui va tomber dans quelques minutes. Quand le départ est à 11h30, il est 11h35, tu dis mais on fait quoi ici vraiment? Je ne veux pas écouter la musique et danser, je veux courir. C'est pour ça que je suis là. On est tous là, on fait des blagues ensemble. Et finalement, je pense que ça a changé aussi le rythme. Pour l'équipe ravitaillement, la course contre la montre est aussi lancée. C'était sans compter sur la perte de la clé d'une de leurs voitures. Allez. Il manque quoi en matériel? Il manque les ravitaux qui étaient dans sa voiture. Et c'est lesquels? Simène et Val. Ok. On peut casser une vitre, prendre le matériel, laisser la voiture et on gérera ça demain? Ouais, c'est une option. Dans la vie de tous les jours, que mon frère perde ses clés, c'est un truc assez courant, tu vois. Mais Ça se voit, t'as pas l'air très surpris. à un moment comme ça, c'est la première fois. Ouais, ça passe là en fait. Ça y est, ils ont pété la vitre. Donc, si jamais ils sont pas à l'heure, eh ben, on a de quoi assurer tout le monde. Et puis, s'ils arrivent à l'heure, eh ben, on aura trouvé une solution. C'est rock'n'roll. Ça, c'est les filles. Hein. Je décale, comme ça, on ne trompe pas. Là, on a Ben. Ça, c'est Kiki. Ça, c'est Didrik. Et ça, c'est Andrei. Allez, on leur donne de la force, on leur donne de l'énergie. Ouais. Allez, à distance, ça marche, non, la symbiose d'esprit, bien sûr. On y croit. Ouais. Allez. Good job, boy. Okay. Everything's all right. We did it. Okay. Night is long. Please, my friend.
Vu qu'il est avec la tête, il n'y a pas d'histoire d'écart ou truc. Je lui ai juste dit qu'au vu des chronos, ils étaient partis super vite, qu'il était au bon endroit et qu'il fallait continuer comme ça. Très rapidement, Bendiman retrouve en tête celui qui s'est imposé déjà 2 fois sur cette course, Thomas Cardin. Leur rythme est effréné, l'assistance de la Team ASICS doit s'adapter. Il faut prendre le sac R2, toutes les bouteilles d'eau qui sont dans la glacière et puis zoom. La grille, la route là. Ah ouais, bah doucement. Bonsoir. Bonsoir. C'est quoi le pass? Oh, on a tout. Bah, c'est vite, allez c'est bon, on a tout. Merci. J'ai mon dossard qui me dit que je suis le relayeur. En 58 minutes, les 2 hommes avalent les 13 km agrémentés de 400 mètres de dénivelé positif. L'écart avec les poursuivants ne cesse de grandir. Car pour certains, les galères ont déjà commencé. Tiens, avale ça. Enfin, là, le cachet, il va s'arrêter. Je t'en donne un deuxième. Allez, un deuxième pour toi, là. Tu le prends au cas où sur toi. Ok, maintenant. Allez, Valentin, Kylian. Allez, les gars. C'est bien, continuez. C'est beau, boire l'autre, parce que tu perds d'eau quand tu es à la diarrhée. Au premier ravito, ça allait, c'est après, il m'a appelé. Ouais. Et il m'a dit, je sais pas ce que j'ai, je fais que de m'arrêter toutes les 500 mètres, je vais pas courir, j'ai trop mal au ventre. Petit coup de froid quoi. Je sais pas, tu penses que c'est coup de froid? Chaque année, je trouve qu'après Saint-Christo, d'un seul coup, il fait beaucoup plus froid et ça peut être ça. Ça peut attaquer. Et il m'a dit, je comprends pas, ça ne l'a jamais fait. Pour le coup, il a pas de problème de digestion, mais ça fait chier, c'est de le dire. Je garde les lingettes, hein, parce que ça peut s'avérer utile pour... Ça console un peu que Ben il soit devant et bien en forme. Bah ça c'est sûr par contre. Après voilà, maintenant il faut que ça tienne. Rien n'est jamais joué d'avance. Mais oui, on se réjouit pour les autres. Dans le même temps, Marie Goncalves, 2e l'an dernier et membre de l'équipe, passe à son tour à Sainte-Catherine. Eh Marie, continue comme ça, c'est impressionnant et tu roules plus vite que certains gars là. Tu vas en rentrer un paquet, tu vas arriver dans la partie tricky, reste concentré, on est avec toi, on pousse. Allez ma belle, allez. Allez, en plein kiff. On commence à être un peu fatigué, tout ça. Mais voilà, donc on va essayer d'assurer le coup, de faire le ravito au gars là. Il y a un lampadaire. On va les voir, ils vont nous voir. Mais tu vois là, quand je regarde sur le truc, ça bouge tellement vite. Mais on va peut-être en savoir un peu plus ici. Hein. Ah, il y a Ben. Il a fait le trou encore. Allez Ben. Allez Ben, allez. Allez Ben. Allez Ben, allez. Allez Ben. 4 heures après le départ, Bendiman est à plus d'1 minute 30 du leader. Mentalement, il s'est persuadé qu'il lâcherait pas. Et quand il a pris 10 mètres, il s'est dit j'ai pris 10 mètres, je prendrai pas plus. Quand il a pris 30 secondes, il s'est dit je prends 30 secondes, je prendrai pas plus et je vais revenir. Et d'ailleurs, il n'a pas explosé. Il n'a pas explosé, l'écart s'est creusé doucement, il n'a pas explosé. Ils étaient tous les deux très très forts aujourd'hui. Ah là, ça court, il est là. Avant même le team manager de l'équipe ASICS, Thomas Cardin lancé, arrive sur le dernier ravitaillement.
À 30. Allez Ben, allez. Allez Ben. C'est... Ouais, je prends. Tu veux nos lampes? Ok. Mountain. Allez, allez, allez. Ok. Entre le ravito 4 et 5, il a vraiment fait l'effort. Et quand il arrive au dernier ravito et qu'on lui dit que l'écart a doublé, eh ben, je sais que ça va pas rentrer. Et si ça s'était joué à quelques secondes, des fois, mais il le sait, hein, on en parle avant. Hein. S'il faut me mentir à un moment pour que je pousse encore plus fort, parce qu'il y a de l'intérêt, fais-le. Et là, s'il fallait être honnête, l'écart avait doublé. C'est devant où il a continué à pousser jusqu'au bout, et, comme il fait souvent d'ailleurs. Et il a été très fort. Pour moi, c'est cool de finir la saison avec cette course. We're finishing now on a high note. Cette course, ok, j'ai pas gagné, mais il n'y a pas de déception pour moi. Je suis content du résultat. Même si c'était le leader de notre équipe, tout le monde a joué son rôle et les jeunes ont fait super perfs, les filles, tout le monde. Donc c'est plutôt une réussite. On ne peut pas gagner à tous les coups, on ne peut pas gagner toutes les courses, ça n'existe pas. Par contre, on peut mettre en place des choses pour provoquer la réussite. I have to really be like very hard on myself, like with keeping the stride open and fighting through the pain for like a long time. Wow. Voilà, belle victoire de Thomas Cardin. Adrien, vous avez participé une fois à cette course. C'est une vraie fête régionale. Vous en êtes rendu compte en courant cette Saint-Élion? Ouais, c'est une vraie fête populaire en fait cette course et je trouve que c'est une course qui est vraiment atypique parce que vraiment faire quasiment tout de nuit. Alors bien sûr, il y en a qui arrivent encore après un petit peu au petit matin et tout ça, mais c'est vrai de quasiment tout de nuit, en plein hiver, dans des conditions qui sont en général assez dures. On est vraiment sur une course vraiment atypique. C'est un défi en fait pour beaucoup de monde. Et puis pour tous les régionaux en plus entre Lyon et Saint-Étienne, c'est un vrai défi de relier les deux et une belle course. Ouais. Adrien Anne-Lise, le grand vainqueur de cette édition, vous le connaissez bien, c'est Thomas Cardin qui a remporté cette Saint-Élion pour la 3e fois. C'est une magnifique performance et on est avec lui, justement. Bonjour Thomas, on est ravis de vous accueillir pour ce 6e épisode de Trail 360. Félicitations encore pour cette 3e Saint-Élion. Décidément, c'est votre course, on peut le dire. Adrien, tout à l'heure, disait que vous volez en ce moment. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre aisance sur ce parcours en particulier ? Oui, bonjour à tous. C'est vrai que la Saint-Élion, c'est une course un peu particulière. Elle se passe en fin d'année, dans des conditions pas toujours faciles. Le temps, la météo la rendent compliquée. Et puis c'est une course qui est extrêmement roulante, avec pas trop de dénivelé par rapport à la distance parcourue. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'être un des trailers qui court le plus vite à plat. Et du coup, c'est vrai que j'ai quand même pas mal d'aisance sur cette course où du coup, je peux exprimer mes qualités de vitesse. Cette édition, on l'a vu, Thomas, ce duel avec Ben Diman. La différence, elle se fait là-dessus, sur votre aisance sur le plat, l'endurance, et puis peut-être la connaissance du terrain, avec l'expérience par rapport à Ben Diman, parce que l'écart s'est vraiment creusé au fil des kilomètres. Oui, l'écart s'est creusé au fil des kilomètres, mais pour moi, c'est vrai que ça a été une course très difficile parce que j'ai jamais eu les écarts. La Saint-Élion, c'est une course particulière, on a du mal à distinguer les concurrents. Et du coup, jusqu'à la fin, je me suis battu contre moi, mais aussi contre Ben parce que je le croyais pas si loin. Ce qui explique aussi le temps à la fin parce que je suis allé chercher la limite de mes capacités. Et pour moi, là où ça s'est joué, c'est vraiment à l'expérience. Parce que c'est vrai que sur les 20 derniers kilomètres, je connaissais... C'était la 4e fois que je passais sur ce parcours-là, donc je connaissais les mètres les uns après les autres, je reconnaissais les endroits, alors que Ben, lui, était plutôt dans l'incertitude, je pense. Voilà l'expérience, et puis après la résistance
à une course à haute vitesse pendant le long terme. Mais bon, voilà, un autre jour, ça aurait peut-être pas été le même résultat à la fin. Thomas, vous rentrez dans l'histoire de cette épreuve. C'est quand même la 3e fois que vous remportez cette Saint-Élion. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Ça représente d'abord une super belle fin d'année pour moi, parce que c'est vrai que j'ai enchaîné pas mal de choses cette année. Et du coup, c'était la cerise sur le gâteau d'une année 2024 bien réussie. Ensuite, c'est vrai que ça montre un peu voilà, j'inscris mon nom à cette doyenne et c'est vrai que ça fait plaisir parce que en région Auvergne-Rhône-Alpes, cette course, elle a du sens, notamment auprès du grand public d'amateurs, pas ceux qui connaissent le trail sur le bout des doigts, non, mais ceux qui sont les gens, monsieur et madame tout le monde. Et du coup, c'est important pour moi de montrer aux gens qui m'entourent et qui connaissent pas forcément la discipline ce que je fais, et cette course, elle le permet bien. On a vu, et vous faisiez référence à votre belle saison, votre victoire sur le Grand Raid des Templiers, on l'a vu en images, votre arrivée, et puis on va voir les images de votre victoire au championnat d'Europe. Il y a l'entraîneur de l'équipe de France qui est ici, Adrien Séguré. Tiens, question, parce que c'est vrai que pour plein de sports, porter le maillot de l'équipe de France, remporter un titre avec l'équipe de France, c'est ce qu'il y a de plus beau. Est-ce qu'en trail, c'est la même chose? Est-ce que c'est le Graal, ou alors une victoire au Templiers est plus forte? Dites-nous un petit peu dans le trail comment ça se passe. Là encore, je pense que ça dépend un peu de chacun. C'est vrai que moi, j'ai été bercé des images de l'équipe de France dès que j'ai commencé le trail, donc ça a de la valeur pour moi. Et c'est quelque chose auquel j'attache beaucoup d'importance. Ça me permet aussi, en représentant la France, ça me permet aussi de trouver un équilibre avec le monde professionnel, puisque en représentant la France, j'ai le statut de sportif de haut niveau, ce qui me permet d'avoir des avantages dans mon métier. Donc c'est à la fois un rêve de jeune trailer de représenter la France, c'est aussi une façon de trouver un équilibre professionnel. Et puis enfin, pour moi, c'est un très bon moment, parce que le trail, c'est un sport individuel, donc on court souvent tout seul, on s'entraîne souvent tout seul. Et puis, quand on porte le maillot français, le trail devient un sport collectif. On se bat plus seulement avec soi-même, on se bat aussi pour les copains et aussi pour la France qui repose un peu sur nos épaules. Donc, ça rend les choses beaucoup plus belles quand elles sont partagées, je trouve. Donc, c'est quelque chose que j'ai à cœur de faire un peu chaque année, et j'aimerais bien continuer à le faire dans les prochaines années. Adrien, justement, on a une image à vous montrer. Il parlait de sport collectif, le trail qui prend de nouvelles allures quand on parle d'équipe de France. Regardez cette image, on va la découvrir dans quelques instants. On sent qu'il y a énormément d'émotions à ce moment-là. Ouais, mais c'est sûr, c'est des moments qui sont très forts, et c'est vrai que c'est, voilà, comme on parlait de sport collectif, moi j'ai toujours entendu en fait le trail comme un sport collectif, et on a de la chance d'avoir des athlètes comme Thomas justement, qui ont ces valeurs du collectif, ces valeurs en fait de l'équipe de France, et voilà les valeurs de ce maillot, de ces couleurs, et je pense que c'est eux viennent chercher ça. Moi j'essaie de pousser vraiment ces valeurs-là, et je pense que avec ces valeurs-là, chacun de ces athlètes, aussi fort qu'ils soient, arrive à se sublimer encore plus en allant chercher justement pour le collectif, pour les autres, et même s'ils sont très forts à la base, je pense qu'ils vont chercher encore plus loin grâce à ça, et c'est vrai que du coup voilà, je les remercierai jamais assez toutes et tous en équipe pour tout ce qu'ils font pour l'équipe. Ouais. Bon, c'est sympa ce petit message, Thomas, du coach Adrien Séguré. Ouais, il essaye de motiver les troupes, parce qu'il y a encore d'autres courses à gagner dans les prochaines années. C'est la méthode du coach Séguré. Merci beaucoup Thomas, on va vous faire un petit cadeau, parce qu'il y a un ouvrage qui est sorti qui s'appelle, alors c'est un hors-série de trail endurance, ça s'appelle Dans les lumières de la Saint-Élion. On va le donner à Adrien et vous le remettra, voilà, pour vous féliciter de vos 3 victoires. Voilà, on vous l'offre pour ces cadeaux de Noël. Je suis un peu le Père Noël aujourd'hui. Merci en tout cas Thomas, et encore bravo pour cette saison 2024 fabuleuse. À très vite.
Thomas Cardin, vainqueur de la Saint-Élion. Et puis on va, Charlotte, tirer aussi un grand coup de chapeau parce que c'est une très belle victoire chez les femmes de Marie Goncalves. En effet, elle s'est brillamment imposée du côté des femmes. La Lyonnaise à domicile qui fait mieux que l'an dernier où elle avait terminé à la 2e place, on l'a vu dans le sujet. Elle boucle son effort en 7 heures et 3 minutes. C'est sa 3e victoire sur une des courses de l'événement. Elle qui avait remporté la Saint-Express en 2021, la Saint-Esprint en 2022. Et elle termine devant Adeline Martin et la Britannique Eleanor Davis. On va l'écouter, Marie Goncalves. Premier ravitaillement, j'avais pas des bonnes sensations, j'avais envie d'arrêter, j'étais 6e et je me dis, en fait, il y a 20 personnes de ta famille qui vont passer la nuit dehors pour t'encourager, tu peux pas arrêter au premier ravitaillement. Ok, en tête, c'est Martin, 27-35, t'es à moins de 30 secondes, elle est dans la bosse là, ok, pas d'affolement, super, elle part toujours comme ça. Allez Marie, allez. Gainage, fluidité, garde ton sourire. Ce qui a vraiment fait que j'ai changé de mood, c'est qu'on a fait mes ravitaillements très rapidement. Et je pense que j'étais autour de la 6e place. Et en fait, on ne s'est pas arrêté, on a vraiment tout fait en courant. Et je sors du ravitaillement, je pense que je suis 4. Et là, en fait, je me dis, ok, là, tu viens de reprendre 2 places au ravitaillement. Les autres filles se sont arrêtées. Il faut avancer, quoi. Marie, Adeline, elle est à 1,25. Derrière, c'est à 48. Et là, la dernière, là, elle est passée il y a 30 secondes. Ok? Ok, je suis 5 ou 6? T'es 4, non? Allez, Marie, allez! Mon copain, il m'avait dit, tu n'attaques pas dans les côtes, t'attends après, quoi, au moment de la relance. Et j'ai pas vraiment respecté le plan. Pourquoi on fait cette course? Je sais pas. Parce qu'on est lyonnais. C'est une bonne réponse, ça, non? Ça a été une grosse année. J'ai eu une très grosse blessure à la cheville au mois de juillet, donc j'ai repris vraiment tranquillement au mois d'août. Après, j'ai eu mon concours d'avocat au mois de septembre-octobre, donc c'était assez dense la fin d'année et cette course, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Marie Goncalves, qu'on va découvrir un petit peu plus dans l'émission de janvier. On va aller à sa rencontre à Lyon, elle qui exerce la profession d'avocate. Anne-Lise, votre regard sur cette victoire de Marie, magnifique performance là aussi. Elle fait une course incroyable. Ouais, c'est vrai que Marie, elle a des qualités vraiment sur la vitesse. Elle vient de la piste et c'est super. Bon, j'ai eu l'occasion de courir de temps en temps avec Marie et c'est une super traileuse en tout cas. Et non, encore bravo et félicitations pour ces victoires. On va quitter les sentiers un peu froids de la Saint-Élion pour prendre la direction du soleil. On va aller faire un petit tour à La Réunion. Ça vous tente, Adrien, Anne-Lise? Grand plaisir. Et quand je dis traileuse, La Réunion, plus réunionnaise des Françaises et inversement, on pense tout de suite à... Sylvaine Cussot qui est avec nous en direct. Bonjour Sissi, c'est vraiment pas sympa Sissi, vraiment on vous aime bien, on vous aime vraiment bien, mais en métropole il fait froid et là, racontez-nous, dites-nous vous êtes, qu'est-ce que vous faites Sissi? Salut tout le monde, ça fait plaisir de vous voir, Anne-Lise, Adrien, toute l'équipe. Ouais désolé, ici c'est l'été, donc là il fait très chaud, je suis à Grand'Anse, dans le sud sauvage, j'ai fait une belle sortie vélo et je viens juste de finir ma sortie. Voilà, et tout va bien. La Réunion, quoi. Donc, à La Réunion, tout va toujours bien. C'était quoi le programme précis de l'entraînement? Combien de kilomètres? Non, là, c'était une sortie de 50 km et à peu près 1000 de dénivelé positif. À La Réunion, on aime bien faire du dénivelé, monter, descendre. Et c'est assez facile de faire du D+. Donc, on en profite. En plus, comme il fait tout le temps chaud, on n'a pas besoin de penser à prendre les couches, les sous-couches, et on part toujours en tenue légère, et c'est très plaisant. Moi, j'adore rouler ici. C'est vrai que c'est l'avantage de sortir le vélo, puis après d'aller se balader dans les cirques. Ça vous rappelle des bons souvenirs? La Réunion Ouais, c'était une belle expérience. Ça fait envie, ça, d'y retourner, non? Oui. Le départ, quand on pense à la diagonale, on se dit tout de suite un peu moins, mais quand on voit ça, ça donne envie, quoi. Exactement. Bon, en tout cas, quel est le programme de cette année? On est un peu sur la fin, enfin un peu beaucoup même, sur la fin 2024, mais 2025, ça va être quoi les objectifs, Sissi? Je vais retourner sur la diag. Une 5e. C'est un peu compliqué de ne pas la faire quand on habite ici. On est à domicile et puis il y a cet engouement
autour de cette épreuve qu'ils portent. Et puis à la maison, il y a aussi tous les gens que je connais maintenant sur l'île. Et le fait de partir le soir de chez soi et d'aller sur le départ de la course et d'arriver et de rentrer chez soi, c'est quand même hyper plaisant. Donc je vais retourner sur la Diagonale des Fous en octobre. Il y aura le trail d'Oléron qui fait 5 km, qui fait le tour de l'île. Moi, j'ai vraiment un truc avec les îles et j'adore le concept de faire des tours d'île. Donc je vais faire le trail d'Oléron en avril. Probablement retour à l'UTMB avec la CCC. Et puis la Restonica Trail avec le 110, l'ultra. Et autour de ça, il y aura pas mal de petites courses de prépa, des courses plaisir. Moi, je prends beaucoup de dossards pour me préparer. Donc un peu d'improvisation, c'est pas mal aussi de temps en temps. Avec des belles courses à La Réunion aussi. Vous nous faites un petit panorama là avant qu'on se quitte? Vous nous faites voir, vous nous faites rêver un petit peu? Faites-nous rêver. Oh là là. Avec plaisir. C'est l'heure, les couleurs elles commencent à être jolies en plus. Ouais, il va pas tarder à y avoir le sunset là, à La Réunion. Bon, voilà. Voilà, on danse. Ok, voilà. La température? Oh là, il fait dans les 30. Ok. On vous aime bien quand même, Sissi. Il y a le petit piton là-haut. Ah, faites voir. Le grand danse qui est très joli aussi. Très bien. Bon, voilà, on vous aime bien quand même, Sissi, vraiment. Merci beaucoup. Oui, je vous aime bien quand même. Merci beaucoup, Sissi, de nous avoir accordé du temps au cœur de votre entraînement dans ce paysage absolument terrible pour vous. Et on vous retrouve bien sûr très bientôt sur les différents sentiers. Très, très bonne fin de journée. Merci beaucoup à vous. À bientôt. Voilà, c'est ça, un trail 360, ça permet de voyager. Anne-Lise, Adrien, on va continuer à parler de vous. On a envie d'en savoir un petit peu plus sur le fonctionnement de votre binôme. On va retracer le fil de votre histoire commune et notamment savoir, Anne-Lise, comment vous êtes arrivée au trail. Est-ce que si Adrien avait fait du tennis ou du padel, vous auriez fait du tennis ou du padel, ou vraiment vous aviez déjà une appétence pour la course à pied? Tennis et padel, je suis pas sûre. Non, oui, clairement. Bon, en fait, j'aimais courir et toute petite déjà, j'aimais courir, mais c'est vraiment Adrien qui m'a fait découvrir le trail dans son ensemble. J'aurais jamais imaginé faire tout ça, en fait, sans lui. On s'est rencontrés un petit peu par hasard, en tout cas, sur un raid, le raid Nature 46, quand j'étais étudiante à l'école Veto. Et donc voilà, j'avais à cœur de reprendre la course à pied après mes études de prépa avant d'intégrer l'école Veto. Voilà, j'avais été frustrée parce que je ne pouvais pas faire de sport, absolument pas pendant cette période-là. Et donc avec une copine, on allait faire les raids avec le club de l'école. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Adrien. Et c'est lui qui clairement m'a fait découvrir la course à pied. Ça a commencé par un trail qu'il organisait de nuit en Aveyron, la nuit des Rutaines, et je me suis inscrite sur cette course-là. Donc c'était un 45 km de nuit, et l'histoire a commencé comme ça, quoi. Vous aviez été impressionné par ses capacités? Oui, en fait, pour tout dire, oui, quand on s'est croisés sur ce petit raid, en fait, on était sur une partie de course d'orientation, et du coup, je l'ai vu passer en fait en courant dans la forêt. En fait, j'ai été surpris de la foulée qu'elle avait et le pied qu'elle avait, en fait. Et donc du coup, après, voilà, j'ai cherché sur Internet et tout qui c'était, en me disant, mais mince, mais elle a une façon de courir où on aimerait tous courir comme ça. Et alors qu'en fait, il y avait zéro travail derrière de cette foulée-là. Et donc du coup, là, on s'est rencontrés comme ça, et j'ai proposé d'aller faire un entraînement ensemble. Et en fait, après, on a juste sympathisé voilà, dans un premier temps. Lambert Santelli dit c'est une extraterrestre. Non, mais c'est ce qu'il dit, Lambert Santelli. Il compare Anne-Lise à François Daen, à Kylian Jornet. Et chez les femmes, il dit Anne-Lise, c'est une extraterrestre. Quand vous la voyez courir, c'est ce que vous dites. Vous dites elle n'est pas comme les autres. Elle a des qualités qui sont des qualités innées, et elle a des qualités vraiment différentes des autres, ça c'est sûr, et c'est ce qui a fait que voilà, on s'est rencontrés, elle a complètement attiré mon attention là-dessus dans un premier temps, et donc voilà, après c'est vrai que du coup ça permet d'avoir ces qualités. Comme elle dit, sur la première course où elle s'est inscrite, ça faisait 40 km de nuit en plein hiver. On parle de la Saint-Élion, mais du coup, c'était justement me dire, bon, mais si en fait sa première course, elle part là-dessus,
je me dis, bah, ouais, c'est qu'aussi, peut-être qu'aussi, elle en a un grain aussi. Donc, du coup, peut-être qu'elle a des qualités pour aller plus loin. Donc non, ça a été un petit peu cette phase-là où on a vraiment appris à se connaître et on a essayé après de pousser un petit peu plus loin sportivement, quoi. Un potentiel certain dès le début pour Alizé. Si on devait faire un bilan, quel serait le moment le plus fort de votre carrière? Le GR20. GR20. Ouais, indéniablement. Racontez-nous un petit peu ce qui vous revient quand on l'évoque. Bah, ça a été l'aventure de ma vie et ça le sera, je pense, ça restera le moment fort de ma vie sportive, ça c'est certain. Tout était réuni, on a réussi le défi fou de battre ce record. Tout s'est passé au-delà de nos espérances. Enfin voilà, tout était réuni, quoi. La partie nord a été incroyable. Mes copains étaient là. Bon, il y a eu un moment de faiblesse pendant la nuit, mais sinon tout était. Les étoiles étaient parfaitement alignées, en tout cas. Ça, on voit les images, moins de 36 heures pour ce record du GR20. Vous avez battu le record d'Émilie Lecomte. Et puis, ensuite, on va revenir un petit peu. Cette deuxième place, dernière Courtney de Welter en 2022 sur la diagonale des Fous à La Réunion. Il y a la Hard Rock 100. Est-ce que vous avez eu envie d'être considérée comme une athlète de haut niveau, ou alors la compétition, vous aimez avoir un record, mais la compétition, ça vous intéresse, mais sans plus? Depuis toujours, ouais, la compète n'a pas été mon credo, en tout cas. Je cours pas pour... c'est bête, mais je cours pas pour gagner. Donc le record, oui, mais compétition, pas trop, sans plus. J'aime aller au bout de ce que je peux faire et c'est donner le maximum de moi-même, ça c'est sûr. Mais une victoire en soi, une victoire par exemple, alors que je n'ai pas été au bout de mes capacités, va pas forcément me satisfaire. C'est votre sœur, là aussi je fais référence à votre film, Ce qui compte, c'est sur la traversée du GR20 qui est passionnant, qui dit c'est dans notre éducation finalement, ça sert à rien de briller. C'est vraiment ça? Ouais, je crois. Enfin, mes parents sont pas du tout sportifs et c'est vrai que pour eux, ça faisait pas forcément partie de leur valeur, en tout cas, de gagner. On n'a pas été élevés dans ces valeurs-là. Bon, enfin, ça fait plaisir quand même de toucher le rocher quand on est caillou. Deuxième. Quand on a fait la Hard Rock 100, c'est pas mal, avec le petit Faustin, qui est pas loin. On voit votre petit, vous avez battu le record du GR20, c'était moins d'1 an après la naissance de votre petit garçon. Ça montre que concilier les deux, c'est possible. Là aussi, ça n'a pas dû être évident. Non, c'est pas évident. Adrien, il doit, pour beaucoup aussi, ça c'est sûr, parce que en fait, il y a la reprise physique qui est nécessaire suite à une grossesse, mais on pense pas non plus à la reprise mentale, où clairement, avoir un enfant, ça nous change notre regard des choses, ça nous change nos priorités, et ça aussi, c'est vrai que ça peut faire évoluer aussi une carrière sportive, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes envies une fois que le petit est né, quoi. Ça change la façon de voir les choses, je pense. Alors, vous passez quasiment 24 heures sur 24 ensemble, à part quand vous êtes en stage, Adrien. Ça vous arrive de vous engueuler? La question qui fâche. C'est ça. On est obligé d'en parler ici. Il n'y a qu'une question qui fâche, Adrien. C'est celle-ci, elle est ici, et après, on n'en parle plus. Après, Non, mais de ne pas être d'accord sur le plan. Bien sûr, il y a le côté entraîneur-entraîné, mais il y a aussi le côté couple. Donc, on est, comme dans tous les couples, il peut y avoir aussi des désaccords des fois. Et que ce soit sur l'entraînement ou dans la vie de tous les jours. C'est vrai qu'Anis fait beaucoup confiance sur la partie entraînement, mais c'est vrai qu'il y a des fois où si des choses sont, entre guillemets, sont pas faites, alors elle n'aime pas faire les choses, mais ou si elle a mis des priorités ailleurs, forcément, elle sait que moi des fois ça peut m'agacer, donc on essaye après de mettre un peu d'eau dans notre vin chacun. C'est un duo qui fonctionne. Mais pour l'instant ça marche bien. Bon. Moi, je vais interroger pour savoir à quel moment vous avez décidé de basculer sur des distances un petit peu plus longues. On a vu, vous avez commencé par 40 km au tout début. À quel moment vous avez dit, je me sens capable de plus?
Ça a été un peu cette volonté en fait de réduire les saisons, enfin les échéances faites, diminuer le nombre de courses de dossard. C'était chouette parce que j'ai pu faire les circuits skyrunning, les circuits golden, mais c'est génial parce qu'on goûte aux courses les plus folles et les plus incroyables du monde, quoi, parce que ça nous fait voyager partout. Mais c'est lourd et justement avec la naissance de Faustin, pour aller à droite à gauche et porter des dossards tous les mois, ça devenait compliqué. Donc c'était le but aussi de se dire pourquoi pas allonger la distance, découvrir autre chose et du coup réduire forcément le nombre de compétitions dans l'année. Donc c'était plus de goûter à cette expérience-là et puis le long, goûter à des efforts d'ultra-endurance. Je ne savais pas trop ce que ça représentait avant la Corse et j'avais envie de voir aussi ce que ça pouvait être, quoi. Oui, parce que si on veut faire un trail chaque week-end, c'est possible maintenant parce que la discipline... Mais il faut s'entraîner. Oui, absolument. Vous êtes bien placé pour le savoir. Il faut commencer très jeune. Voilà, et vous me faites une passe décisive magnifique parce que le trail connaît un engouement de plus en plus important et la formation va devenir un enjeu primordial. Les écoles de trail fleurissent un petit peu partout sur le territoire français pour former les futurs talents. Reportage en Charente. Au sein du Tardoir Athletic Club, vous avez reçu un excellent accueil, Ludovic. C'est un reportage avec Flo Hainaut, Julien Guerre et Valérie Crété. Vous êtes prêts? Partez! Allez, puis nous, on encourage nos troupes, hein. Allez, Margot! Allez, Margot! Tu t'amuses bien dans la forêt? Courir, ça c'est vraiment marrant. Parce qu'au moins ça entraîne les jambes et on s'amuse bien. T'aimes bien les paysages, tu te sens libre? Que rester à la maison, il n'y a rien d'intéressant. C'est parti, hop! Ah ben oui. Non! Oui, alors moi, ce qui me plaît dans le trail, c'est quand on fait les montées, les descentes. Allez, Alex! Allez, Catalia! Allez, Catalia! Allez, Catalia! J'aime bien courir. En plus, j'ai des copines et des copains. Et je m'entends bien avec eux. J'aime bien partager ce sport avec eux. Les enfants sont passionnés, vraiment. On a un groupe qui est un groupe super. La forêt comme espace de liberté. Les enfants de l'école de trail du Tardoir Athletic Club bénéficient d'un terrain de jeu idéal pour s'amuser. On a été sollicité par des parents pour préparer leurs enfants, des petits. On commence à 6 ans, 7 ans, jusqu'à 14-15 ans, à la course de trail. Donc c'est bien la signification que cette discipline se développe, puisque les parents veulent déjà préparer leurs enfants à courir. Bonjour à ceux que j'ai pas vus, les petits loups. Ça va bien? Ça va. Allez, c'est parti. Je reste derrière. Une fois par semaine, Isabelle Nadeau, accompagnée d'une dizaine de bénévoles, donne des cours de trail aux enfants. Très bien, super. On la dépasse pas, on rentre à son rythme. Durant 1h30, dans la nature charentaise, les jeunes profitent du grand air et veulent faire comme les grands. Mon père, il a fait Marseille-Cassis et je l'ai regardé à la télé aux infos. Et moi, j'aimerais bien suivre son exemple. J'ai entraîné des gens, des adultes, qui me disaient j'ai mon fils qui aimerait bien courir, il faudrait faire quelque chose. On sentait qu'il y avait une demande après les JO notamment des enfants de plus bouger. On souhaite, nous, que les enfants bougent, bien sûr, et leurs parents aussi éventuellement. C'était faire partager à la fois notre passion et essayer de mettre les enfants au mouvement. On touche pas les bâtons et on accélère, Allez, voilà, on sprint, hein, d'accord? Voilà, allez. Pas chassé, travail de pied, d'appui, de coordination, les enfants apprennent à courir de manière ludique. Allez Max. Tout d'abord, on va un cloche-pied devant, un cloche-pied derrière. Même si parfois l'obstacle est trop ardu. Non, attends, je suis pas d'accord là. Ah, Alex, faut rester et ressauter en arrière sur un pied. Essaye Alex, encore un peu. C'est pas rapide. Allez boire. Échauffement terminé, les choses sérieuses peuvent commencer. Non, on rangera tout à l'heure, Iris. On rangera à la fin. Ça doit s'enchaîner assez rapidement pour que les enfants ne s'ennuient pas. Là, on va profiter d'un moment où on va aller courir avec du dénivelé sur des talus. Les enfants vont devoir à la fois travailler leur foulée, mais à la fois travailler leur résistance à l'effort. Dans la côte, on réduit sa foulée et on serre ses bras. Très important. Et dans la descente, on écarte les bras pour faire balancier et on se laisse aller. Et on regarde devant soi. Ça sera bon. Vous avez entendu? Allez,
Et ben Maëlle. Allez. Qu'ils sont durs, ces derniers centimètres, n'est-ce pas Iris? Allez Iris, courage ma grande. Les grands vont arriver. Ils prennent de plus en plus de temps de récupération. Ça les calme. Bah oui, ça les calme. On va arrêter tout ça. Allez, courage, Iris. Fin de séance. Malgré la fatigue, les enfants retrouvent de l'énergie pour rejoindre le départ du relais final. On ne plaisante pas avec les traditions. Un coq d'un côté, un poussin de l'autre. Partez. Allez, Coco. Allez, Margot. Allez, Margot. Allez, c'est bien ça. Allez. Entre les coqs et les poussins, le duel, féroce, est lancé. Allez, Alex. C'est bien. Allez, petit bonhomme. Allez, ça c'est bien ça. Allez, vas-y. Allez, Alex. Vas-y. Dans ton élan, tu montes la côte. Tire sur tes bras. Voilà, ça c'est bien. Poussé par ses coéquipiers, Alex vole à travers la forêt et permet à ses petits copains d'égaliser. Une manche partout entre coq et poussin, match nul dans la basse-cour. Bravo tout le monde. Super, bravo. Je récupère mes super témoins. Après 1h30 d'effort, il est malheureusement déjà temps de rentrer. Fin d'entraînement pour nos petits coureurs charentais. C'est l'heure des bonbons et de célébrer l'un de nos champions. Voilà, bravo Tardoir Athletic Club pour cette initiative. Ça nous amène du coup à la formation. Adrien Séguré, on disait que ça commence jeune, mais réaction sur cette école de trail? Moi, je trouve ça super en fait, parce que c'est vrai que ça permet à beaucoup de jeunes, en fait, beaucoup d'enfants, de venir au trail. On a considéré un petit peu le trail il y a quelques temps comme un peu un sport de reconversion, un sport d'anciens. Et c'est vrai que du coup, ça se rajeunit énormément. On le voit dans les sportifs, même sur le haut niveau, ils arrivent de plus en plus jeunes et vraiment très très forts. Et c'est vrai que de pouvoir justement donner la possibilité à des jeunes qui ont envie de goûter au trail, qui ont été initiés par les parents ou avec des copains de venir au trail, je trouve ça super. Et c'est vrai que je pense que même voilà, moi, mon rôle en fait, que j'ai aussi avec la Fédération française d'athlétisme, c'est des choses qu'on aborde de plus en plus, parce qu'on a certains jeunes qui n'avaient peut-être pas envie de venir faire un petit peu du multi-activité en athlétisme, c'est-à-dire le lancer, le sauter, la course, tout ça, qui voulaient juste en fait être dehors, être en montagne, courir en fait en pleine nature. Et je trouve que justement la création un petit peu de ces sections de trail jeunes, de ces écoles de trail en fait, permettent justement à tous ces enfants de venir s'initier au trail et s'éclater dehors. Donc je pense que on laisse la possibilité justement à tous ces jeunes d'aller courir dans les bois, et c'est super, ils n'ont pas l'air malheureux. Hein. Non. C'est légal les bonbons à la fin? C'est un petit peu le réconfort glucidique. Ce serait quoi la méthode Adrien Séguré? Oula. Elle est dure cette question. Autre question qui fâche. Non, je sais pas. Je pense que, pour moi, je parle toujours d'équilibre en fait dans la pratique, et je pense que voilà, cette notion d'équilibre avec un grand E, elle est très très importante. Quelqu'un qui pourrait être très très fort physiquement et de pas avoir peut-être les résultats en fait escomptés, ou en tout cas pas longtemps. Ça peut être éphémère, mais pas sur de la longue durée. Et je pense que le côté équilibre, c'est-à-dire équilibre professionnel, si l'athlète n'est pas pro, le côté professionnel, le côté familial et le côté sportif, je pense que si l'équilibre est total entre les trois, on peut avoir des athlètes qui vont très haut et très loin, très longtemps. Et dans les critères, il y a aussi l'humain qui est un facteur important dans la sélection. C'est très important, et on en parlait tout à l'heure de personnes qui voulaient vraiment être en équipe. Et en équipe, ça veut dire être avec les autres. Ouais. Et le côté humain, moi, ça j'accorde beaucoup d'importance. Et je pense qu'on a besoin en équipe d'avoir des belles personnes. Et on a de la chance d'avoir beaucoup de belles personnes. Et je pense que c'est vraiment important. On parle à chaque fois, quand ils sont en équipe de France, ils sont dans une équipe de France. Quand les athlètes sont à haut niveau, ils sont dans un team. On est sur des choses, toujours une notion d'équipe en fait, et donc comme je dis souvent, on reste dans un sport individuel mais pratiqué en équipe, donc c'est vraiment important d'avoir ce côté humain
humain qui prédomine. Ouais. Vous connaissez l'émission, il y a le JT du trail, toutes les infos du trail, comme son nom l'indique. Il y a moins de courses parce que c'est une période hivernale, mais il y a quand même des courses quand même, Charlotte. Oui. On va faire le tour, on va partir dans les Côtes d'Armor pour commencer. Oui, pour le Ménestrail, 25e édition, on aime beaucoup les jeux de mots avec le mot trail à l'intérieur. 104 km, 3500 de dénivelé positif avec le succès d'un Tarbé. C'est chez moi, je me permets. Loris Lasserre, vainqueur en 10h35 minutes. Une très belle performance. Il devance Yannick Roignan et Pierre Bourg. Et chez les dames, c'est Charlotte Alain qui l'a emporté devant Blandine Vatigny et Dany Le Sergent. On prend la direction de la forêt de Montmorency, les Alpes. D'Île-de-France, Saint-Leu-la-Forêt très précisément pour les 40 bosses. 6e édition de cette épreuve atypique et très boueuse cette année, mais toujours une très bonne ambiance parmi toutes ces courses. Il y avait le 120 km avec 5500 mètres de dénivelé positif. Le trail le plus dur d'Île-de-France, victoire d'Emmanuel Esnard que l'on a vu à l'image au bout de 15h37 minutes dans les bosses. Vous y avez participé, Ludo, ne faites pas le modeste. C'est les Alpes du 95. Hein. Les 13 Dias à Ibiza, donc les 3 jours. Oui, hein, vous êtes excellent. 93 km, 3710 mètres de dénivelé positif. Dans un endroit un petit peu plus exotique que la forêt de Montmorency, Ibiza. On est loin du tourisme de masse et des disco-clubs, mais voilà, il y a l'aspect festif, la détente, la mer et la montagne. Victoire chez les hommes de Miguel Andrel Heras en 8h22 minutes. Et Ellie Gordon s'est imposée chez les femmes. On était à La Rochefoucauld avec les jeunes du club du Tardois. On va rester en Charente, à la limite de la Dordogne, au Chambon. Oui, le trail du Chambon. 700 participants répartis sur 4 distances et la victoire de Valentin Joachim dans le format 52 km, 1100 mètres de dénivelé positif. 3h36 minutes, c'est le temps pour Valentin Joachim devant l'un de ses bons copains, Clément Christen. On va l'écouter à l'issue de ce joli succès. Il était fatigué. C'est un chouette endroit, bon, malheureusement brouillard. Il y a le brouillard, donc on n'a pas pu trop voir les paysages, quoi. Mais ouais, c'est un chouette parcours, il n'y avait pas beaucoup de routes. C'était pratiquement, allez, on va dire 90-95% de chemin. Donc non, franchement, le parcours sur 50 bornes, ouais, 45 km de chemin, donc franchement c'est top. Avec Clément, parce qu'en fait on s'entraîne ensemble, donc on sait qu'on a à peu près le même niveau. Enfin lui surtout, il m'avait dit que ça pouvait se boucler vers les 3h30. Ah ouais, moi je n'y croyais pas tellement. Et en fait on s'est tiré la bourre mutuellement toute la course. On était, je pense, plus gros écart, 200 mètres à peine, quoi. Et du coup ça fait qu'on a fait 3h36, donc un chrono quand même satisfaisant. Et chez les dames, la victoire de Caroline Delors en 4h21 minutes. Elle termine 14e au scratch et devance Manon Gras et Mélanie Finas. Caroline Delors qui, une dizaine de jours plus tard, s'est attaquée à la Saint-Élion. La Golden Trail World Series a dévoilé son calendrier. Avec quelques nouveautés, une petite révolution pour cet agenda 2025. Plus d'exotisme au programme. Pour les 8 courses régulières, il n'y a plus le marathon du Mont Blanc, mais des destinations comme le Mexique ou encore la Grande Muraille de Chine. Il y aura 2 autres nouveautés à noter avec une course en Autriche et aux États-Unis dans l'Olympic Valley à 2 pas du parcours de la Western State. Ah, ça fait rêver. Beaucoup d'engouement en Belgique. Oui, pour le 10 miles d'Anvers 2025, c'est un petit peu ce qu'on l'on racontait tout à l'heure, hein, toujours le trail qui connaît un essor incroyable, 32 000 dossards vendus en seulement 48 heures. C'est le succès fou pour cette course mythique qui aura lieu le 27 avril prochain. Ils avaient mis les dossards en vente le mercredi à 11h, tout s'était écoulé le vendredi matin et jamais cette course n'avait connu un tel engouement. Ça vient donc vraiment confirmer que le trail est plus que jamais tendance. Anne-Lise sera au départ ou pas. En tout cas, on connaît les participants de la Hard Rock 100 en 2025. Et regardez, il y a beaucoup de beaux noms pour cette édition 2025. Mathieu Blanchard, Germain Grangier, Alexandre Bouchek, casquette verte, Ludovic Pomeré, Manon Board et Cathy Scheidt. C'est vraiment une très belle édition qui s'annonce. Et enfin, direction, on va retourner à La Réunion pour terminer JT avec un nouvel ultra. Oui, un nouvel ultra au calendrier, un ultra qui s'annonce complètement dingue. L'ultra terrestre de La Réunion qui s'adresse au Cador. 224 km, plus de 14 000 mètres de dénivelé positif entre Saint-Philippe et Saint-Denis. 2 grands noms sont déjà annoncés. Beñat Marmissol, qui sera le parrain de cette épreuve, et Antoine Guillon, tous 2 vainqueurs déjà à La Réunion. Et on va rejoindre justement Hassen Patel, qui est le fondateur de l'ultra terrestre. Hassen, bonjour, merci de nous accorder un petit peu de temps. C'est simple, ce sera encore plus fou que la Diagonale des Fous ?
C'est ce qu'on a dit, mais enfin, c'est ce qu'on a vu dans les journaux. Mais bon, la diagonale a ses spécificités, l'ultra trail et l'ultra terrestre également ont leurs spécificités. Vous savez, La Réunion est connue pour être ce que j'appelle une terre de trail, avec ses sentiers, son relief particulier et tout. Donc je pense surtout qu'on aura une très très belle course, sachant qu'on peut, on peut aller encore plus loin. Mais je pense que 225 km dans un premier temps, ce sera déjà pas mal. Merci beaucoup, Hassen, de nous avoir accordé un tout petit peu de temps. Les inscriptions sont ouvertes depuis mi-novembre. On a hâte de voir ce nouvel événement au calendrier. Anne-Lise, Adrien, on va continuer à parler de vous deux. C'est la fin de ce JT du trail. On va notamment parler de votre profession de vétérinaire. On parlait de la difficulté de concilier les deux. Vous courez beaucoup, mais vous courez beaucoup après le temps, j'imagine. Ouais, c'est l'éternel... difficulté des journées, en fait. 24 heures, ça ne dure pas assez longtemps. Non, c'est pas simple. Bon, je suis associée en clinique vétérinaire, j'ai une activité mixte. Donc après, j'arrive à travailler 4 jours fixes dans la semaine. J'ai mon mercredi maintenant et mes week-ends. J'ai un peu moins d'astreinte les week-ends. J'ai le lundi de garde systématiquement. Donc c'est sûr que voilà, c'est des grosses journées. C'est des journées de 12 heures quasiment. Donc entre midi et 2, après j'essaye de garder ce temps-là pour m'entraîner. Pas parce que le soir maintenant j'ai un peu de mal. Après 19h, j'arrive à 19h30 à la maison. Et c'est trop dur après. Et puis j'ai envie de bien rester avec le petit, quoi. Donc c'est l'éternelle difficulté d'être vétérinaire et coureur. Mais c'est quand même un vrai équilibre, le trail, la profession de vétérinaire et la famille. Vous arrivez à... Ouais, j'ai besoin, on va dire que j'ai besoin des trois quand même pour être épanouie. Enfin, j'aime mon travail, bien sûr, ma famille est la priorité absolue. Et puis j'ai besoin du trail et j'aime ça. Mais c'est vrai que c'est pas toujours simple d'avoir cet équilibre-là. Et bon, pareil, Adrien, il m'aide beaucoup dans ce défi-là quotidien. Mais c'est toujours la difficulté, effectivement. Est-ce que le fait d'avoir une profession qui est très prenante, très intense comme ça vous permet peut-être d'avoir eu moins de pression à l'approche de certaines courses ? Oui, c'est certain. Parce que le fait de ne pas être, exclusivement professionnel en trail, la pression est moindre, en fait. C'est tout bête, hein, mais voilà, je cours pas pour manger, je cours pas pour gagner ma vie. Et c'est important, il n'y a pas cette même pression. Et puis, c'est que du bonus, le trail, en fait. Enfin, c'est génial, quand tout sourit, c'est génial. Puis quand ça marche pas, c'est moins grave. Bon, en tout cas, on va continuer à parler de tout ça et également de votre décision d'en faire un petit peu moins à partir de la saison prochaine. Mais avant cela, on a encore un reportage à vous proposer dans ce Trail 360 qui est très riche sur la 3e édition du Trail de Haute-Provence. C'est la version hivernale du Trail de Haute-Provence qui a également lieu au mois de mai. 800 participants, 3 distances à la découverte de la montagne de Lure. Julien Guerre et Valérie Crété. Pour la 3e édition du Trail de Haute-Provence Winter, la montagne de Lure n'a pas encore mis son joli manteau d'hiver. Les conditions s'annoncent donc optimales pour les 800 participants de l'épreuve. C'est tellement beau, regarde autour là. On fait la 10, petit joueur. 40 bornes, tant qu'à venir, faut se promener. 10, 25 ou 40 km, 3 distances possibles à travers les crêtes, il y en a pour tous les goûts. 9h, à 1600 mètres d'altitude, les 800 participants s'élancent avec gourmandise. C'est parti pour une belle et longue journée en altitude. Petit frère de l'illustre Trail de Haute-Provence disputé traditionnellement au mois de mai, le THP Winter offre un terrain de jeu nouveau aux trailers qui dévore ces grands espaces de liberté au milieu de couleurs automnales. Parcouru sur les cailloux, la première partie de course est montante. Les coureurs cravachent dur dans les lacets de l'allure. Enfin, l'arrivée au sommet, à 1826 mètres, point culminant de la course. Pour les participants du 10 km, il ne reste plus qu'à descendre. Et après 1h11, Yann Durand est le premier à franchir la ligne d'arrivée. Avec le beau temps cette année, c'était super. Ça change des autres années. Et le parcours était parfait. L'organisation parfaite comme chaque année. Course terminée pour les athlètes du 10 km et premier ravitaillement au pas de la graille pour ceux du 25.
banane, vin chaud, on se sert un peu. Et s'il y avait une bière, ça réchauffe. Faire pause, pourquoi pas. Sur un parcours escarpé, les coureurs du THP Winter, encore frais, traversent les lignes de crête avec enthousiasme. Voilà, pour la postérité. Puis, les kilomètres défilant, la douleur s'empare de visages de plus en plus marqués par l'effort. Allez, ça va revenir. Malgré cela, les concurrents savourent l'instant. C'est vraiment une découverte ici, des paysages, mais c'est grandiose, c'est super. Et avec la météo en plus qui est avec nous, au final pas de neige, mais bon, la neige c'est une option. Très variée en technique, tout ça, donc on voit vraiment tout. Et je suis vraiment très content d'avoir fait 9 heures de route pour pouvoir faire cette course. On est dans le dur. Bah écoute, c'est pas facile, ça va. C'est exigeant. Les ultimes montées font mal aux jambes. Mais en guise de récompense, les trailers profitent d'une vue panoramique splendide sur les massifs hauts alpins enneigés. Et la dernière descente de la course redonne le sourire, du courage, mais surtout quelques forces aux athlètes du 40 km. À la chapelle Notre-Dame de Lure, au 3e ravitaillement, Théodoré est nettement en tête. Coca haut, moitié-moitié. Allez. Le coureur d'Antibes n'a plus qu'une difficulté à affronter, une dernière montée de 3,5 km pour rallier l'arrivée. Point final d'un trail redoutable. En moins de 4 heures, l'ancien basketteur s'impose en costaud dans ce trail de Haute-Provence Winter. Au bout de l'effort, les concurrents rejoignent enfin la station de Lure. Défi relevé pour tous ces amoureux de course au grand air. Et au bout de l'effort, bravo à toutes ces trailers. Et une fois de plus, on salue tous les bénévoles sur toutes les courses, tous les week-ends, sur les sentiers et ailleurs. Tiens, on va se projeter sur la suite. Anne-Lise et Adrien, il a eu le droit à sa question qui fâche. La question qui fâche pour Anne-Lise. Pourquoi vous arrêtez la compétition? Anne-Lise Rousset. Parce que je vieillis. Non, globalement, je pense que j'ai été un peu à saturation cette année. Réellement, ça a été la douche froide de l'UTMB, hein, mais ça m'a bien... On rappelle, abandon. Ouais. Et puis sur échec mental. Ouais. Je pense que j'ai été au bout de ce que je pouvais faire. Je me suis préparée énormément. Et je pense que je sature un peu. Donc, mais voilà, parce que je pense j'ai peut-être d'autres envies maintenant, d'en faire moins. Donc, il me reste 1 an de contrat chez mon partenaire principal, chez Scott. J'ai envie de faire une belle saison encore cette année. Et puis après, pas forcément tout arrêter, mais en tout cas de plus mettre les dossards aussi prestigieux que l'UTMB, que l'Hard Rock ou d'autres courses comme ça. Donc voilà. Pourquoi? Je pense parce que j'aurais fait de super belles choses et j'ai envie maintenant de lever le pied, quoi. À quel moment vous l'avez prise, cette décision? Ça a pris du temps à germer dans votre esprit? Non, en fait, clairement, depuis déjà l'année dernière, c'était déjà assez acté dans ma tête, quoi. Dans la tête, mais est-ce que vous en avez parlé à Adrien? Tiens, Adrien, est-ce que vous avez essayé de la dissuader? De la dissuader, de lui dire allez, on continue encore un petit peu? C'est difficile. Tout à l'heure, quand on parlait justement d'équilibre, en fait, c'était ça aussi, c'est que s'il n'y a pas l'envie, sur des sports comme ça, qui sont aussi durs, qui sont aussi longs, on est obligé d'avoir envie, en fait. On ne peut pas passer sur des courses pendant 24 heures à être dans le dur et ne pas avoir envie, c'est pas possible. Donc, à un moment donné, non, je pense qu'il y a...
Voilà, on en a parlé beaucoup, plusieurs fois, et c'est vrai que non, moi, voilà, je peux comprendre en fait ce qu'elle vit et ce qu'elle a plus justement envie après de vivre. Maintenant, voilà, il lui reste une belle année. C'est vrai que c'est pour sa dernière année, c'est là où on le regarde aussi ensemble, en fait. C'est dans la discussion, dans l'accord de tous les deux, et de se dire, pour qu'on ait tous les deux la motivation et la confiance pour l'année à venir. Et là, ça a été se dire, si c'est une dernière année vraiment de compétition à haut niveau, choisissons vraiment les courses de cœur, en fait, et d'aller vraiment sur les courses qui te font envie, où tu as envie de revenir, où tu as envie ou peut-être de découvrir. Et se dire qu'au fil de ces courses-là, ça va lui redonner envie. C'est les méthodes de coach encore. Hein. C'est pareil que pour Thomas Cardin, il est fort, hein, cet Adrien Séguré. C'est ça. Donc voilà, et puis après, c'est vrai que du coup, elle a, voilà, comme on dit, elle n'a pas envie d'arrêter, de se dire, bon, après, je me mets au tricot, quoi. C'est pas le truc. Donc par contre, voilà, elle continuera à courir. Je sais qu'on a pas mal discuté, elle a envie de faire plein de belles choses en fait après, mais plus spécialement avec un dossard sur le ventre ou une pression en fait sur des gros événements et même sur les objectifs à venir pour cette année. Je pense qu'on a compris aussi qu'elle avait plus envie de s'entraîner, et surtout de laisser en fait sa famille trop longtemps. Et donc, du coup, c'est un petit peu ces choix-là. Donc, ces choix se sont portés plus sur des courses de 60-80 km. Alors, c'est pas du trail court non plus, hein, mais ça... l'ultra, quoi. Voilà, c'est pas de l'ultra, c'est pas non plus les doses d'entraînement de l'ultra. Donc, ça va permettre de profiter, d'être plus dans l'équilibre et de profiter un peu plus de la famille et du sport en même temps. Voilà, pour pas être dégoûté et garder cette envie, en fait, de courir. Je sais que quand on est parent, il y a pas mal de culpabilité. Quand on laisse nos enfants, c'est ça que vous ressentiez, notamment pendant les sorties très très longues? Ouais, complètement. Ce qui est un peu absurde parce que je pars au travail le matin, je me dis voilà, mais j'y vais pour travailler, j'ai pas trop le choix. Mais partir 6 8 heures pour l'entraînement, j'ai un sentiment un peu d'égoïsme en tout cas, et de me dire ouais, je le laisse pour moi et j'ai de plus en plus de mal à le supporter, quoi. On vous invitera pour l'émission Tricot 360 prochainement. Merci en tout cas, c'était un plaisir de vous avoir, Anne-Lise et Adrien. L'émission n'est pas terminée, on va revenir dans un instant sur les temps forts de la saison. Et on va vous présenter des bouquins, parce qu'on est à l'approche de Noël, avant de passer au retour de la saison. Note de trail, le best-of. Voilà, c'est aux éditions Amphora. Ensuite, il y a le Tour du Monde en 60 courses. Voilà, il y a le même Tour d'Europe cette fois-ci en 50 courses. Tout ça, c'est aux éditions Vagnon. Ensuite, là, on enchaîne avec l'Athlète Master, s'entraîner et performer à 40 ans. Voilà, il est Outdoor Edition. Forest, on n'est jamais trop les sons du run. Outdoor Edition également. Voilà, si on parlait running autrement. Voilà, il y a du choix pour Noël, hein. Guillaume Millet qui nous présente son Ultra Trail. Voilà. Toujours Outdoor émission, nouvelle édition, plaisir, performance, santé. Et puis celui-ci, vous le remettrez à Thomas Cardin. Vu que c'est Noël, je vous en offre un, tiens. Je vous offre les notes de trail. Merci. Et celui-ci pour Thomas. Voilà, pour Thomas. Merci en tout cas d'être venu. On vous souhaite de belles fêtes. Voilà. Merci. Passez de belles fêtes de fin d'année sur Canal. Deuxième partie de l'émission, retour sur les courses de la saison. Charlotte, on va commencer avec l'Ultra 01. Là, il fait froid, c'est la période, là, il faisait un petit peu plus chaud. Et oui, c'était au mois de juin. Et l'Ultra 01, vous le savez, ça fait partie de la Ligue Ultra. C'est ce nouveau circuit qui regroupe 4 courses. Le concept est simple. Il faut terminer les 4 épreuves en 2 ans pour avoir l'opportunité, peut-être, d'aller à Tahiti-Moorea pour une finale exceptionnelle. On le souhaite à tous les trailers, bien sûr. Retour donc sur l'Ultra 01. 174 km, 7400 mètres de dénivelé positif. Une course mouvementée raconté par Anthony Volstein. Entre ces sommets encore enneigés et ces forêts verdoyantes, le massif du Jura accueille pour la 6e année l'Ultra 01. Dans ce décor vertigineux, les relances sont permanentes, avec un parcours modifié pour cette édition, 2000 mètres de dénivelé en plus à absorber pour une course totale de 170 km et près de 9000 mètres de dénivelé positif. Cette nouveauté a convaincu Alexandre Bouchex de se présenter sur la ligne de départ. Monsieur Alexandre Bouchex,
Lui, que l'on surnomme Casquette Verte, a remporté les 3 dernières éditions d'une course qui lui a toujours apporté son lot de surprises. L'année dernière, j'étais pas venu pour gagner, mais cette année, oui. Donc là, j'ai essayé de me dire que la strat, elle doit être simple, c'est je dois rester calme jusqu'au kilomètre 80. Et au kilomètre 80, quand ça va devenir dur, parce qu'il va y avoir la flotte qui nous va avoir lessivé, et que ça va commencer à vraiment monter et descendre, ouais, là, il va falloir attaquer. On va essayer de se mettre un peu dedans, ça va faire du bien aussi. L'an passé, il avait terminé juste derrière Casquette Verte. Sébastien Chatelain est aussi l'un des favoris. J'ai toujours une petite idée dans ma tête sur l'espérance au niveau du temps que je vais mettre, mais c'est vrai que le terrain va être assez compliqué puisque ça fait des semaines et des semaines qu'il pleut. Donc il va falloir être vigilant, il va peut-être falloir savoir lever le pied sur certaines portions de course pour avancer le mieux possible, quoi. Mets des bandes pour aider le muscle à bien travailler pendant la course. Chez les femmes, Sarah Charles, victorieuse ici l'an passé, est de retour avec les mêmes ambitions et objectifs. J'espère être au top de ma forme. Normalement, j'ai tout fait pour, mais ça, sur du aussi long, on va voir. En fait, on peut pas trop savoir tout à l'avance, en fait. Mais moi, je me dis que quand la tête, elle veut, le corps, il suit. Et la tête, elle en a très envie. Un premier kilomètre que Casquette Verte avale en 3 minutes 57, soit une vitesse de plus de 15 km/h. On pense à quoi comme ça au départ quand on démarre? J'essaie de penser à rien, ça prend du temps de penser. De son côté, l'expérimenté Sébastien Chatelain a choisi d'être dans le contrôle dans ce début de course. On redoute le plus? Ouais. Facile à dire, mais peut-être les cumuls de pluie annoncés cette nuit. On verra bien si on passe à travers les gouttes ou si vraiment on prend le déluge. Non, je vais mettre le sel dans la main. Après 20 km de course, un duo de tête se forme avec l'attendu Alexandre Bouchex et le surprenant Louis Sorin qui s'aligne pour la première fois sur une distance aussi longue. Ouais, tu verras, c'est pas très dangereux le reste. Ouais. Il y a peu de moments où il y a des gros dévers. Assez tranquille. On est parti un peu vite, je pense. Par rapport à la longueur de la course. On le paiera dans 15 heures. Ça fait quoi de courir avec Casquette Verte? C'est cool, mais ça donne l'impression de ne pas être à sa place, quoi. Donc pour l'instant c'est bien, je le regretterai peut-être plus tard. Mais c'est bien. On a pu échanger et j'espère qu'on continuera d'échanger. Donc c'est un plaisir. C'est pas parti trop vite comme ça. De son côté, Sarah Charles mène inévitablement cette course féminine. Merci. Après 20 km, elle pointe même à la 10e place du classement général. Après plus de 3h45 d'efforts et 40 km parcourus, les choses se compliquent pour Sébastien Chatelain.
Parce que je t'avoue que c'est parti fort. Voilà quoi. Maintenant il va falloir trouver la vitesse de croisière. Pour essayer de passer la nuit au mieux. On va essayer de faire le dos rond, passer la nuit, essayer d'affronter les éléments au mieux. Parce que je pense que si les prévisions sont avérées, je crois que la météo ça va être compliqué. Les craintes de Sébastien Châtelain se confirment. À la nuit tombée, des trompes d'eau s'abattent sur les coureurs. Des conditions extrêmes qui commencent à inquiéter les organisateurs et bénévoles. En fait, ils arrêtent les coureurs un peu de partout là. Au ravito, aux bases de vie, parce que c'est trop la merde en niveau temps. On vient d'apprendre que les coureurs ne monteraient pas au crêt. On a beaucoup de vent, pas mal de pluie. Pas forcément d'orage, donc c'est pour ça qu'au départ ça passait, on pensait que ça passait, mais vu que le balisage il est avec la brume et tout, on ne voit plus, on les fait plus monter là-haut quoi. Ça monte pas au credo. Ouais, ok. Et il neutralise momentanément la course. Et on s'arrête? Ouais, là vous allez devoir. Non, on va avoir froid, putain. Pour l'instant tu vas jusqu'à Chaiserie, on sait pas encore pour la suite. Mais, ok, ça veut dire quoi pour la suite? Bah on sait pas si t'arrêteront à Chaiserie ou pas. Ils ont arrêté les autres à Montange, donc... ils ont carrément arrêté la course? Pour l'instant, ouais. Bon, a priori, on va jusqu'à Chaiserie au moins. Après, peut-être la course sera neutralisée, mais on sait pas. Chaiserie, c'est à combien? Je pense qu'en poussant maintenant, vous avez peut-être 8 bornes. Ok. C'est ça, ouais, si ça te convient, ouais, c'est bon, c'est bon. Ok, merci bien. La course est interrompue, sauf pour Alexandre et Louis, autorisés à se rendre au prochain ravitaillement, où ils pourront se mettre à l'abri. Non, t'inquiète, juste un petit coup de feu, un petit coup de mou, un petit coup de poing, ça va aller. La course, elle est arrêtée là. Pour le moment, on est bloqué ici. C'est bloqué là, les autres, ils sont bloqués à mi-temps. Forcé de s'arrêter, une autre surprise attend Alexandre. Cécile Bertin, qui gère son assistance, s'est enlisée en voiture. Elle n'est pas là pour lui apporter ses vêtements secs. Putain, ouais, j'ai chopé froid. Elle a dû la mettre des affaires à toi. Ouais, elle a des affaires à moi. Là, elle s'est prise. Tu veux pas une couverture de sécurité? C'était un peu de la survie. Alexandre a bien vécu son truc, mais malgré l'équipement, eu très froid là-haut, un peu de peur et content d'arriver au ravito pour changer tout ça, quoi. Pour Casquette Verte, enfin une bonne nouvelle. Un bénévole a pu récupérer ses affaires. Non, c'est bon, il y a mes affaires en fait. Juste, vous pouvez expliquer comment elle a fait pour s'embourber? Ouais, en fait, elle est allée au bon endroit. Ouais, mais le GPS, il a dit genre va dans le champ. C'est ça, mais... Pour le duo de tête, la priorité est de se réchauffer malgré des conditions minimalistes au cœur d'une nuit glaciale. Ah, elle aime pas ça. Ça part maintenant, les gars. À 5h40 du matin, la course s'apprête à repartir. Le plus dur commence, relancer son organisme à l'arrêt depuis presque 30 minutes maintenant. T'es chaud comme une baraque à frites, mec. Donc on essaie de réunir tout le monde. Et du coup, on va faire le départ de l'Ultra 01 de Chaiserie, donc c'est une nouvelle épreuve. On est marqué, il fait froid, ça caille, on n'a pas pu se mettre au chaud, donc ouais, c'était très compliqué, mais il faut repartir le plus vite possible en espérant que ça tienne, quoi. Donc qu'il n'y ait pas de blessés, quoi. 5, 4, 3, 2, 1, Un nouveau départ est donné en même temps pour tous les participants. Pourtant, tous n'ont pas vécu la même nuit. Louis et Alexandre ont été autorisés à courir plus longtemps pour pouvoir se mettre à l'abri. Ils se sont finalement arrêtés 26 minutes, tandis que tous les autres coureurs ont patienté plus de 2 heures avant de repartir. Un fait de course qui pourrait avoir son importance. Il y a un piège. Ah. L'arrêt nous a fait trop mal, enfin moi m'a fait très mal donc. Ouais, j'ai les jambes qui partent en crampes donc.
douloureux. Et c'est un peu tôt pour que ça soit douloureux. Nuit assez éprouvante et ouais, pas évident de s'y remettre. Les deux coureurs sont côte à côte depuis plus de 100 km à présent. Un vrai lien s'est créé entre eux, même s'ils viennent chacun de mondes totalement opposés. Louis travaille dans une exploitation fromagère dans les Alpes. Alexandre est chef de projet dans un grand groupe à Paris. Allez mes champions! Je pense qu'Alex, tu vas connaître tous les secrets pour fabriquer du fromage, non? Ouais, là c'est bon, on est bien sur toutes les génisses, la méthode de le faire, etc. Oh non, t'es en train de faire une superbe course, je vais te laisser mâcher tranquille. Vas-y, mâche tranquille, ça c'est le plus important. Vous partez pour après un petit pétard, donc voilà. Là, je pense c'est un truc là. La cheville a tourné un coup, donc c'est un peu dur. Ça va. C'est encore loin l'arrivée, donc je sais pas si me remettre du rythme tout de suite c'est une bonne idée. On verra. Je vais essayer de rester sage jusqu'à Giron et après je verrai. Bravo! Allez, allez! 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 Allez, allez! Lorsqu'ils arrivent au dernier ravitaillement, ils ont pris la décision de terminer la course ensemble. Mais cet ultra est décidément plein de rebondissements. Il n'y a plus rien, donc là les 4 minutes pour moi ce sera pas possible, quoi. Je lui ai dit que je voulais pas le ralentir plus que ça, il m'attend depuis tout à l'heure. Donc voilà, je serai déjà content de moi. Et à cause de l'arrêt de la course, on s'est fait doubler. Il y en a un qui a pris 4 minutes d'avance, donc bon, on va finir main dans la main, mais je lui ai dit... Enfin, puis lui aussi, voilà, il veut la gagne. À 20 km de l'arrivée, Casquette Verte apprend qu'il n'est pas en tête de la course si l'on saurait faire autant de parcours. Avec l'interruption de la nuit, un autre coureur a donc 4 minutes d'avance au chronomètre. Malgré l'usure et les douleurs, Alexandre doit accélérer s'il veut l'emporter. Putain. Ah, je l'ai suivi. Allez. Bon, Jean-Alexandre.
Au bout d'un effort titanesque de 21h20, Alexandre remporte son 4e Ultra 01. Puis 10 minutes plus tard, son partenaire de course rejoint la ligne d'arrivée. Louis termine 2e d'une course qu'il n'est pas prêt d'oublier. Cette épreuve mentale, ça a commencé que je me suis pas cru à ma place en rejoignant Alexandre. Il y a ce truc qui s'appelle l'esprit trail, moi j'y crois. Et avec Louis, c'est ce qui s'est passé. Quand tu te retrouves à 15 heures avec un mec dans la galère, se crée une relation, se crée des discussions. Il s'est intéressé à ma vie professionnelle, moi aussi à la sienne, à tout ce qu'il a fait. Et toi, il y a eu un vrai échange humain. C'était ça le plus intéressant aujourd'hui. Dans la nuit, Sarah Charles boucle sa course en moins de 30 heures comme elle l'espérait. La première féminine termine même 10e du classement général, après avoir longtemps souffert dans cet ultra. Ce qui a été vraiment difficile dans cette course, c'est de nous stopper au ravitaillement, quoi. Moi, j'avais pas envie de repartir, mais voilà, je suis trop contente au final. Je fais un bon temps et tout. C'est réussi, c'est un nouveau défi. Des conditions météo extrêmes, des imprévus permanents à gérer et du suspense jusqu'au dernier ravitaillement. Cette 6e édition restera un condensé de ce que l'Ultra Trail peut offrir de plus beau. Magnifique édition de cette Ultra 01, c'était au mois de juin dernier. On est en plein cœur de ce best-of dans Trail 360 et on est avec le grand vainqueur de cette Ultra 01, Alexandre Bouchex. On est vraiment ravis. Bonjour Alexandre, on est content de vous avoir dans Trail 360, casquette verte comme on vous appelle. On vient de voir les images de votre victoire au mois de juin dernier. C'est un temps fort de votre saison. Quel souvenir vous en gardez ? Ah j'en ai le souvenir ce que j'ai vu sur les images, c'est-à-dire de la souffrance, mais de la bonne souffrance. Donc c'est ça que j'avais adoré moi en tout cas, parce que oui effectivement, et c'est un très bon résumé là, à la fin du reportage de toutes ces conditions difficiles, tous les facteurs qu'il y a à prendre en compte, parce que en fait c'est le résumé de l'ultra. L'ultra on y va pas parce que c'est un jogging de 10 km, mais on y va parce qu'on sait qu'on va être confronté à des dizaines, des centaines de facteurs qui sont là pour globalement nous mettre la tête sous l'eau et nous, notre but du jeu, c'est malgré tous ces facteurs qui sont là pour nous mettre la tête sous l'eau, de surnager là-dessus, quoi. Donc ouais, c'est le souvenir que j'en garde, c'est la gestion de cette galère. Et ça, c'était bien, ça. Bon, en tout cas, bravo à vous pour cette très belle victoire. On va parler de votre actualité parce que vous avez fait parler de vous très récemment avec l'UTMM, l'Ultra Trail de Montmartre. 271 allers-retours dans les marches proches du Sacré-Cœur avec habit de montagne rétro fortement conseillé. Racontez-nous comment est venue l'idée, tout simplement. Ouais, l'idée, ça date un peu. Hein, c'était la 4e édition, mais ça faisait depuis 3 ans que je l'organisais plus parce qu'on n'avait pas trop le temps. Mais donc, ouais, le principe, c'est magnifique. Magnifique costume. Mais le principe, c'est exactement ça. C'était l'idée de se dire, à Paris, on n'a pas de montagne, mais on a des idées. Bon, parfois, les idées sont un peu loufoques, mais au moins, on a des idées. Et là, l'idée, c'était de faire plus de 10 000 mètres de dénivelé positif dans Paris Intramuros. Et pour faire ça, il n'y a pas de meilleur endroit que l'escalier le plus passant d'Europe, c'est-à-dire l'escalier qui est à gauche du funiculaire à Montmartre. Et pour ce faire, il faut le faire 271 fois. Ça fait à peu près 80 km de distance et 11 650 mètres de dénivelé. Donc, c'est 3000 mètres de plus qu'un Everest. Donc là, les 20 concurrents, ils ont monté, pour ceux qui sont allés au bout en tout cas, ils ont monté un Everest plus un petit 3000 mètres pour le plaisir, quoi. Qu'est-ce que vous répondez, Adrien, à ceux qui sont toujours un peu rageux Alexandre, pardon, il y avait Adrien Ségurier. J'aurais mieux fait de vous appeler casquette verte. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent c'est un truc d'égo parisien, c'est pas un ultra trail? Qui viennent me chercher, qui viennent voir, qui viennent tester si c'est que un truc d'égo, si les cuisses ne suffisent pas. Non, il y a vraiment pas de souci. Et en fait, c'est très amusant parce qu'à chaque fois que des montagnards se sont consacrés, ont tenté cette épreuve, parce que c'est la 4e édition, donc on en a eu des montagnards, ils sont globalement terminés à abandonner à peu près tous. Donc peut-être qu'ils ont les cuisses, mais ils n'ont pas le mental et qu'ils viennent le voir. Non, plus sérieusement, en fait, oui, c'est pas du trail. Je suis totalement d'accord là-dessus. Et le mot trail, je l'ai utilisé de manière provocatrice, mais c'est de l'ultra. Et ça a tout d'un ultra,
parce que ça a la durée d'un ultra, ça a la difficulté d'un ultra. Et moi, pour pratiquer des ultra trails cette fois-ci, j'ai fait 4 fois la Diagonale des Fous, j'ai fait 5 fois l'UTMB, j'ai fait 3 fois l'UT4M, j'ai fait 5 fois l'Ultra 01. Je sais ce que c'est que les souffrances qu'on peut avoir en ultra. Et dans l'UTMM, il y a un condensé de ce niveau de souffrance, que ce soit physique ou mental. Et donc, pour moi, c'est au final, c'est assez idiot en fait de discriminer cette épreuve en disant que ça n'a pas l'esprit trail, parce que ce week-end, il y avait tout de l'esprit trail, il y avait tout de l'esprit ultra à Montmartre. Et ça, c'est fantastique parce que ça prouve que, au final, on peut avoir ce truc-là un petit peu présent partout et que sur une idée loufoque, on peut faire quelque chose. Et ce quelque chose, c'était l'UTMM ce week-end. Eh ben super, merci Alexandre, casquette verte, merci à vous et on vous souhaite de bonnes fêtes et puis une belle saison 2025. Au plaisir de vous avoir sur le plateau de Trail 360 quand vous voulez. Ah oui, en plus on est juste à côté, moi ça sera sur le chemin pendant une sortie. Bon, exactement, vous faites un petit détour. Merci, belle fête à vous, casquette verte. Alexandre Bouchex, tiens, on va continuer de dérouler cette partie un peu best-of. On déroule la saison 2024 après l'Ultra 01, retour sur l'UTMB, là on est fin août. Absolument. Et cette édition 2024 qui a couronné un vainqueur inattendu. Il s'agit de Vincent Bouillard, il a 31 ans. Il inscrit son nom au prestigieux palmarès de la compétition pour sa toute première participation. Son portrait avec Vincent Gallier, Léo Bagage et Valérie Crépé. Ça me trottait dans la tête depuis tout gamin, moi, de faire cette course. Je ne m'attendais pas à gagner. Non, c'est incroyable, c'est incroyable. Je m'appelle Vincent Bouillard, j'ai 31 ans, j'ai grandi dans les Alpes, à Annecy, et toujours apprécié et pratiqué beaucoup de sports d'endurance et de sports d'outdoor. Vincent Bouillard fait partie des 2300 coureurs au départ de l'épreuve mythique de l'Ultra Trail du Mont Blanc. Un rendez-vous auquel les ultra-trailers rêvent au moins une fois de participer dans leur vie. Une course dantesque de 176 km et près de 10 000 mètres de dénivelé positif autour du toit de l'Europe. Ce tracé, il le connaît par cœur. Il l'a d'abord découvert en spectateur, puis assistant ou encore en tant que bénévole. Cette année, il veut en être le finisher. Mon objectif C, c'était de finir, on va dire, en moins de 24 heures. L'objectif B, c'était de se rapprocher plus 22 heures, sous les 22 heures. Et après, A, il y avait sous les 21 heures et A++++, c'était jouer la gagne. Dès le départ, le rythme imprimé est très relevé, mais Vincent rejoint rapidement les favoris. Vous avez devant vous tous les favoris de cette UTMB 2024. À 2h40 du matin, le Haut-Savoyard crée la sensation et s'empare de la tête de la course. À Courmayeur, il retrouve sa compagne Camilla, qui l'assiste. Elle a un rôle incroyable et super important. C'est elle qui m'a convaincu de m'inscrire. Parce que même si pour moi c'est un rêve depuis très longtemps d'un jour prendre part à cette course, il faut plus que juste de la volonté et de la motivation. Il faut aussi un accompagnement au quotidien. Je me suis vraiment focalisé sur ma performance, sur moi, mon rythme, comment je gérais mon alimentation, mon pacing. Les seules infos que j'essayais d'avoir, c'était en gros quels étaient les écarts, comment ça évoluait derrière. C'était dommage d'entendre qu'il y a eu autant d'abandon. Quelques minutes après lui, Jim Walmsley, tenant du titre, est contraint d'abandonner suite à une blessure au genou. Les deux hommes se connaissent bien. Pour Vincent, l'Américain est un mentor, une vraie source d'inspiration pour dépasser ses limites. Le Haut-Savoyard, ingénieur chez Oka aux États-Unis, est pourtant loin d'être professionnel. Avec ma compagne, on a déménagé de retour des États-Unis. On s'est réinstallé à Annecy au mois d'avril. J'avais coché au calendrier la Maxi Race, qui est le Tour du lac d'Annecy, pour faire un check dans le cadre de la préparation du TMB. Et ça m'a permis de faire un bon état des lieux sur les points faibles que je devais travailler. La fusée Bouillard creuse l'écart.
Avec une énergie inépuisable, il déroule à une vitesse moyenne de 9 km/h. Je me suis forcé à ne pas trop penser à la perspective de gagner et au contraire d'essayer de rester focalisé sur n'importe quel petit caillou sur le chemin. J'ai un mantra qui dit en ultra, quand ça va pas bien, ça va jamais durer longtemps et ça va aller mieux. Et quand ça va bien, c'est possible que ça va pas durer longtemps non plus et ça va aller pas bien dans pas longtemps. Du coup, j'étais toujours un peu dans cette mentalité-là, à essayer de rester juste focalisé sur la section dans laquelle j'étais et pas trop penser à l'après. Je savais que j'étais capable de courir à un certain niveau, à condition que les choses s'alignent et qu'il n'y ait pas de gros passages à vide. Tout au long de son aventure, l'Annécien a pu compter sur le soutien inconditionnel de sa femme Camilla sur chaque ravitaillement. Pendant la course, elle était chef d'orchestre de la petite équipe qui me suivait avec mon frère et la meilleure amie de ma compagne. Et non, clairement, c'est pas la première fois qu'elle a assuré ce rôle. Et là, on a essayé de perfectionner, on va dire, tout le plan établi à l'avance et ça s'est très bien passé. C'est un ultra d'une autre manière, mais c'est un ultra aussi pour l'assistance. How do you feel? C'est incroyable. Au bout d'un effort titanesque, Vincent Bouillard s'impose en 19h54 sur la 21e édition de l'Ultra Trail du Mont Blanc et signe la 3e meilleure performance de l'histoire. Inconnu du grand public et loin du star system, la vie du Haut-Savoyard vient de prendre un autre tournant. Cette victoire, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que j'ai des envies qui viennent suite à ça? Ce qui est sûr, c'est que ça n'a jamais été une motivation pour moi d'aller chercher un cadre professionnel dans ma pratique. J'adore ce sport, j'adore plein d'autres sports et plein d'autres pratiques en nature. C'est pas mon but dans la vie d'en faire mon métier. Peu importe l'avenir, Vincent Bouillard a réalisé son rêve d'enfant et vient d'inscrire son nom en lettres d'or dans l'histoire de l'UTMB. Très grande victoire de Vincent Bouillard sur l'UTMB. Et puis évidemment, on ne pouvait pas ne pas parler de la Diagonale des Fous. C'est le grand rendez-vous. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder un carton d'audience sur Canal pour la Diagonale des Fous en octobre dernier avec cette victoire. Première participation. Il restait d'ailleurs sur une déception, un abandon terrible sur l'UTMB. Mathieu Blanchard qui s'impose pour sa première participation. Vous pouvez revoir évidemment tout le fil de cette diagonale dans l'émission 5 sur MyCanal et on envoie un extrait. Et juste après, surprise, on sera avec un des garçons qui a fait podium sur cette diagonale de cette année. C'est dur à dire si c'est moi qui ai accéléré ou lui qui a ralenti. J'ai la sensation de ne pas avoir accéléré beaucoup plus que ça. En tout cas, j'avais remarqué qu'on était assez proche dans toutes les zones de course. Seulement les faux plats montants, j'étais un petit peu plus à l'aise que Jean-Philippe. Et donc dans ces montées où il y a des marches, faux plats montants, je courais à chaque fois ces faux plats montants et ça me permettait de lui grappiller quelques secondes. Jusqu'au bout, c'était pas gagné, j'entendais que derrière il y avait eu des chutes, des chevilles. Quand je suis passé dans le fameux Ratinocala, je suis tombé plein de fois. Je suis passé à 1 cm de branches qui ont failli me transpercer, les chevilles qui partaient dans tous les sens. Dans le chemin des Anglais, c'était de la glissade absolue. Je suis tombé plusieurs fois dans la montée et la descente du Colorado. Donc là, au moment où on se parle, j'ai le genou complètement gonflé, je l'ai tordu, j'ai tapé la tête sur une roche. Donc tant qu'on n'est pas à l'arrivée, c'est dur de confirmer la victoire parce qu'on peut se blesser. Après Grande Chaloupe, qu'on m'a dit qu'à Possession, j'avais 20 minutes d'avance sur Jean-Philippe et donc là je me suis dit bon déjà,
Ça m'a mis un coussin un peu plus sécuritaire pour envisager la première position, mais clairement je ne l'ai pas visualisé avant l'arrivée pour rester très très concentré sur le sentier qui était encore très très accidenté et dangereux. Dans moins de 3 minutes, monsieur Mathieu Blanchard va aller lever les bras sur ce stade de Saint-Denis. On y est, le panneau Saint-Denis, il est là. La sensation pour moi, elle n'est pas dans la tête, elle est plus au niveau du torse et du ventre. Ça me fait, au niveau du torse et du cœur, ça se comprime un petit peu et puis ça me fait des sensations un peu comme des fourmis et tout chaud dans le ventre. J'ai la gorge qui se serre aussi, évidemment. Il y avait un fou à retenir, le plus fou de tous, le fou le plus rapide de 2024, ce sera lui. Il a sorti une course pleine, monsieur Mathieu Blanchard. Une fois arrivé sur le stade, quand je vois les premiers yeux et les premières mains de tout ce public qui est venu féliciter cette aventure, bon là c'est moment présent, on observe et puis on se laisse un petit peu aller dans l'impro. Il a souvent douté, mais jamais baissé les bras. C'est des moments qui sont... ça m'est déjà arrivé sur d'autres courses, mais qui sont anormaux pour notre niveau de compréhension et d'émotion. On se retrouve voilà, un petit peu dans un monde parallèle, qui est très agréable à vivre, qui dure quelques secondes, mais qui est vraiment fabuleux. Le niveau de performance que j'ai pu atteindre est vraiment lié au niveau de pression que je me suis mis sur la course, qui était très très bas. J'ai encore beaucoup à apprendre dans ce sport. C'est comment, quand je vais sur une course, je réussis à élever mon niveau de bonheur pour, en conséquence, performer. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on veut s'engager sur de telles courses? C'est des raisons qui peuvent être très personnelles et intimes. On peut les partager comme on peut ne pas les partager. On a beau être super entraîné, super prêt, si la tête ne veut pas piloter ce corps, ça marche pas. Donc ça montre bien que c'est quelque chose qui peut faire une différence drastique de je fais une course, j'abandonne, je fais une course, je la remporte. Et clairement, ce qui s'est passé entre l'UTMB et la Diagonale, ça a juste été ce travail d'introspection. Point de vue d'entraînement, j'ai quasiment rien fait. Voilà, émission 5 Trail 360 à retrouver sur MyCanal pour revenir sur cet exploit de Mathieu Blanchard qui est arrivé devant Jean-Philippe Tchoumi et en troisième position Ben Dieman. Troisième place de cette diagonale, Ben Dieman avec nous dans Trail 360. Bonsoir Ben, comment ça va? On est content de vous avoir, on voulait prendre des petites nouvelles. Comment allez-vous Ben? Salut Ludo, oui ça va, écoute moi je suis aux États-Unis pour les fêtes, donc ici c'est pas le soir, c'est toujours le matin, en tout cas je suis heureux d'être avec vous. Vous êtes dans quelle ville Ben, des États-Unis? Cincinnati, ça c'est la ville de ma naissance en fait. Bon, on a vu le résumé et la victoire de Mathieu Blanchard. La diagonale, ça restera comme un grand souvenir de cette saison, cette troisième place sur le podium. Oui, écoute, cette course, c'est pas toujours évident. Qu'est-ce qui va passer? J'ai fait mon mieux, j'ai tout donné. C'est sûr que j'aimerais être un petit peu plus en avance, mais c'était incroyable que Mathieu a fait et j'ai toujours une bonne motivation de revenir. C'est vrai qu'on attend votre grande victoire, Ben, mais néanmoins, vous êtes quand même très régulier. On a aussi vu des images de vous lors de la Saint-Élion. Cette année, vous terminez deuxième. Il y a quand même de la satisfaction quand on est si souvent placé. Oui, écoute, moi, je suis quelqu'un qui aime tester tous les formats de courses longues, donc la diagonale, le Saint-Élion. C'est deux courses très différentes. C'est des qualités très différentes que tu as besoin pour la performance. Et en fait, pour le Saint-Élion, j'étais très content de finir comme ça. C'est une course pour moi très différente, de courir rapide comme ça pour 6 heures. Et c'était fun, quoi.
C'est quoi les objectifs de 2025 de Ben Diman? Ça va être quoi le principal objectif, les principaux objectifs? Oui, écoute, c'est pas un secret, c'est l'UTMB que je veux, donc ça c'est le grand objectif pour l'année prochaine. Bon, on vous suivra attentivement. C'était en tout cas un vrai plaisir, Ben Diman, que vous soyez dans l'émission Trail 360. On vous souhaite de bonnes fêtes en famille aux États-Unis. Merci Ben. Merci à vous et bonne fête. Salut Ben, à bientôt. Charlotte, c'est la fin de ce Trail 360 de décembre, de Noël, des fêtes. On va se retrouver, prochaine émission janvier. Le 28 janvier, en effet, avec une invitée exceptionnelle, c'est Manon Board qui s'est imposée sur la diagonale des Fous. On reviendra en longueur sur ce magnifique exploit. Merci Charlotte. Merci Belle beaucoup, fête à vous et on remercie Arthur Ferrière, Hugo Dulary, Caroline Bauer, Grégory Novak et tous ceux qui ont contribué à l'élaboration de ce Trail 360. Charlotte, on se quitte en dédiant cette émission à un jeune trailer. Oui, on dédie cette 6e émission à Léo Prieur, trailer de 24 ans, disparu la semaine dernière dans le massif de Beldon. On pense bien sûr à sa famille et ses proches.